Voilà, je rappelle pour les personnes qui s'inscrivent maintenant que vous Mhm. allez, enfin qui participent maintenant, que vous allez assister à la conférence de Dr Arpine Mokorchan de Ouais. l'Université de Las Vegas du Nevada, qui est docteur en lettres et maître de conférence et qui va donner sa conférence maintenant sur Mhm. l'enseignement-apprentissage du FLE à distance, classe inversée. Allez-y, Arpine. Merci. Je peux commencer? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, euh, bonjour bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de me trouver parmi vous et de participer au colloque international en ligne Israël et mondialement FLE. Je vais partager en même temps donc mon PowerPoint avec vous. Voilà. Ok, ça va marcher comme ça. Donc, tout d'abord, je voudrais bien remercier ceux qui ont pris l'initiative de ce colloque, les membres du comité d'organisation, aussi M. Serge Bourg, professeur des universités attaché de coopération éducative et linguistique en Israël, directeur des cours de l'Institut français d'Israël. Donc, en nous souhaitant tous, à toutes et à tous, un excellent jour du prof de français. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Donc, le sujet de mon intervention va porter sur l'enseignement et l'apprentissage de la langue française à distance, surtout sur la classe inversée. Donc, en 2020, on était tous obligés de changer notre mode d'enseignement, c'est-à-dire du présentiel à distance. Et pendant cette période-là, on a vu émerger de nouveaux outils qu'il a fallu s'approprier tant du côté des professeurs que des étudiants. Donc, on sortait du discours habituel des didacticiens et aussi autres pédagogues sur les vertus et les lacunes de l'éducation numérique. Donc, nous étions vraiment au pied du mur et c'est pourquoi il fallait inventer des solutions concrètes. Donc, pendant cette intervention, donc, je me pencherai surtout sur les questions très importantes. Qu'est-ce que c'est que la classe inversée? Comment se pratique-t-elle? Et deuxièmement, est-ce que nous avons des résultats de recherche rigoureuses sur l'efficacité de cette nouvelle méthode d'enseignement? Quels sont les côtés positifs et négatifs de cet apprentissage et est-il pertinent de recommander son utilisation? Donc, dans la partie de l'introduction, j'ai mis une petite historique juste de la classe inversée, de sa définition, bien sûr, de son déroulement et des 4 piliers de la classe inversée qui sont vraiment très importants pour la réalisation de cette approche pédagogique. Et bien sûr, comme toute approche, ce modèle pédagogique aussi a ses côtés positifs et négatifs, c'est-à-dire on va parler aussi des avantages et des inconvénients. Donc, maintenant, je me pencherai surtout sur la classe inversée, bien sûr, mais plus précisément au travers d'un bref historique de cette approche pédagogique, ou à voir en quoi ce processus d'enseignement est innovant. Donc, depuis quand la classe inversée existe? En fait, l'aventure a commencé dès les années 1920 aux États-Unis. Et c'est juste en 1968 et en 1970, Benjamin Bloom, à qui on doit bien sûr la fameuse taxonomie, a mis en avant la classe inversée. Donc, à quoi consistait cette taxonomie? La taxonomie de Bloom est un modèle de la pédagogie qui propose une classification des niveaux d'acquisition des connaissances, c'est-à-dire nous avons connaître, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et bien sûr créer. Donc, il est à noter que Benjamin Bloom, bien qu'il n'en soit pas le seul créateur, est souvent reconnu comme le père de cet outil. Et donc, le premier étage, reconnaître, donc, qu'on peut dire récupérer l'information. Le premier étage consiste donc à manipuler l'information de façon basique. Et c'est là
qu'on trouve des opérations vraiment simples comme identifier ou bien lister, discriminer, etc. Et c'est ce genre d'opération qui est mobilisé dans la plupart des exercices autocorrectifs, comme les questionnaires à choix multiples ou par exemple les vrais ou faux. Et les verbes fréquemment utilisés sont lister, nommer, mémoriser, répéter, distinguer, et ainsi de suite. Donc, le deuxième étage, c'est comprendre. Ça veut dire traiter l'information. Donc, cet étage-là, voilà, on peut dire étage, correspond à un traitement de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un apprenant qui a compris et est capable de restituer l'information en le reformulant ou en donnant un exemple. Les questionnaires à choix multiples, par exemple, et les exercices de mise en relation sont bien adaptés pour travailler à ce niveau-là. Donc, les verbes fréquemment utilisés dans les activités sont interpréter ou bien donner un exemple, classer, expliquer, etc., etc. Le niveau suivant, c'est appliquer. Dans notre Bloom, qui consiste pour l'apprenant justement à mettre en pratique une règle, une méthode ou à mobiliser des connaissances dans une situation ordinaire. Donc, on touche ainsi les limites de l'exercice autocorrectif qui permet rarement de construire des situations d'application. Et avec les tâches analysées déjà, nous avons ici, on travaille plutôt à présent au niveau de l'outil, la règle, la méthode, et on cherche à comprendre quelles sont ces composantes et comment elles fonctionnent en général dans cette partie de notre application. Et les vrais verbes fréquemment utilisés sont organisés ou bien comparés. Donc, il est à noter que lorsque dans une situation spécifique, les règles et les méthodes habituelles ne fonctionnent plus, il faut rectifier les outils existants ou en proposer des nouveaux. Donc, la conception ici d'outils et de nouvelles théories relève du niveau créé. Voilà. Ici juste. Donc, la conception d'outils, cette création, dans la partie création, nous avons les verbes fréquemment utilisés comme planifier, composer, préparer, etc., etc. Donc, il est à noter que l'ordonnancement des activités d'apprentissage doit suivre une logique pédagogique. Ça veut dire la séquence d'apprentissage doit normalement aller du niveau d'activité d'apprentissage le plus simple vers le plus complexe. Donc, la pyramide de Bloom est très utile pour planifier la séquence d'apprentissage de son cours. On continue avec les années 1997. Donc, en 1997, un prof de physique américain, Eric Mazur, ajoute une plus-value à la classe inversée puisqu'il met en avant un modèle pédagogique qui est le modèle de l'instruction par les pairs. Donc, alors, de quoi s'agit-il? En fait, il propose, une fois que les apprenants ont déjà consulté une ressource du cours, il propose une question, bien sûr, en rapport avec le contenu du cours, et à chaque question, il propose donc différentes réponses possibles et par l'intermédiaire de petites votes que les apprenants doivent voter pour la bonne réponse. Et s'ensuit, j'ai envie de dire, on retourne tout de suite de sondage immédiatement après le questionnaire en fonction du nom d'une bonne réponse. Et voilà, ici, s'ensuit une interaction entre les apprenants, que ce soit une discussion, par exemple, où les apprenants peuvent se discuter pour pouvoir justifier qui est la bonne réponse, entre les guillemets, bien sûr, et l'enseignant est là pour rajuster, pour expliquer et justifier leur réponse. Donc, et puis, dans les années 2006, va arriver un outil privilégié pour la classe inversée, c'est la vidéo avec Salman Khan. Donc, Khan va développer ce qu'on va appeler le Khan Academy, qui sera une organisation vraiment lucrative et qui sera une sorte aussi de plateforme qui va permettre de mettre à disposition des banques des ressources de vidéos, de cours en ligne. Voilà.
Cette approche pédagogique donc, est apparue, comme j'ai déjà mentionné, pour la première fois aux États-Unis en 1990. Et il est à noter que dans ce temps-là, les apprenants avaient déjà accès libre à des contenus numériques, comme par exemple sites web, vidéogrammes en ligne, diaporamas, etc. Et des contenus sous format littéral aussi, comme des livres polycopiés. Et voilà, c'est un processus de passage par la phase d'acquisition en amont et la réservation du temps de présence en classe aux exercices applicatifs. Et c'est en 2007 que les enseignants Jonathan Bergman et Aaron Sams ont commencé à proposer des contenus numériques. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils filmaient leurs propres démonstrations et les mettaient en ligne pour les élèves absents. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est que même les apprenants présents consultaient ces vidéos. Et Bergman et Sams ont remarqué par la suite que les retours en classe sont devenus plus dynamiques et les travaux pratiques sont plus stimulants et il reste donc un temps suffisant pour les juste interventions individuelles. Donc Bergman et Sams ont ainsi baptisé leur méthode pre-broadcasting puisqu'on visionnait les vidéos avant le cours en classe. Et avec le temps, donc, cette appellation est changée vers formation inversée et ce n'est qu'en 2010 que le terme classe inversée voit le jour. Donc, pour commencer, on va quand même rappeler un tout petit peu en quoi consiste donc la classe inversée et pour cela, on va comparer cette approche pédagogique avec l'enseignement dit traditionnel qui a seulement axé sur une approche transmissible du savoir. Et pour le faire courte, comme si de façon caricaturale dans l'enseignement traditionnel, donc l'enseignant est toujours face aux apprenants et transmet un contenu du savoir. Et à la maison, les apprenants sont amenés à vérifier donc que ce savoir est bien maîtrisé au travers de la réalisation de l'exercice. Et avec la classe inversée, donc le processus est bien inversé. Et on va voir maintenant en classe et aussi à la maison. Donc, comme on indique, à la maison, les apprenants, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approprient le contenu du savoir au travers du manuel ou bien au travers des ressources ou aussi au travers des vidéos créées par l'enseignant ou bien suggérées par l'enseignant. Et puis, en classe, le travail se fait par îlot, comme vous voyez ici, par îlot, donc en forme de petits îlots autour de tables de 4 ou 6 élèves. Et l'enseignant propose des activités et les élèves cherchent à résoudre un petit travail d'équipe. Donc, et c'est au travers des interactions entre pairs et aussi l'interaction avec le professeur qu'on peut le savoir bien validé par l'enseignant. Donc, dans un cours traditionnel ici, l'enseignant transmet le contenu en classe et l'apprenant doit à ce moment-là écouter l'enseignant et prendre des notes, par exemple via l'exposé magistral, par exemple. À la maison, l'apprenant devra mettre en pratique ses apprentissages par le biais des devoirs. Donc, dans le cas de la classe inversée, le modèle de base est inversé. Pourquoi? Parce que l'apprenant à la maison doit prendre connaissance du contenu, ça veut dire du savoir. Et une fois en classe, les apprenants mettent en pratique leurs connaissances, résolvent des problèmes complexes. Ils échangent aussi à propos des connaissances acquises à la maison. Et donc, voici, c'est juste une image illustrant la différence entre la pédagogie traditionnelle et la pédagogie inversée. Voilà. Ici, je vais vous présenter juste une définition sur la classe inversée parce qu'il y en a beaucoup. Donc, la classe inversée, flipped classroom, c'est une approche pédagogique qui consiste à inverser et à adapter les activités d'apprentissage traditionnellement proposées aux étudiants en utilisant en alternance la formation à distance et la formation en classe pour prendre avantage des forces de chacune. On va voir dans la suite, dans les slides suivants, donc les 4 piliers de la classe inversée, donc qu'on appelle aussi flip.
Premièrement, c'est l'environnement flexible, flexible environment. Deuxièmement, c'est la culture d'apprentissage, learning culture. Nous avons contenu choisi, intentional content, et aussi les formateurs professionnels, professional educator. Maintenant, je vais revenir à chacun d'eux. Premièrement, donc, c'était l'environnement flexible. Donc, l'environnement flexible nous permet, comme si, de configurer la classe. Et, oups, je m'excuse, ok. Donc, deuxièmement, favorise l'utilisation de modalités d'évaluation formative fréquentes et variées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en disant une configuration de classe flexible? Donc, c'est juste avec l'utilisation de modalités d'évaluation formative fréquentes et variées, un environnement, une classe, que ce soit un laboratoire, qui s'adapte au rythme et au style d'apprentissage des étudiants. C'est vraiment très important de faire attention sur ce pilier-là parce que vraiment, il faut avoir un environnement flexible pour la réalisation de la classe inversée. Deuxième pilier, c'est la culture d'apprentissage. Donc, ici, nous avons un seul point, c'est que l'apprentissage doit être centré juste sur l'apprenant. Donc, en disant l'apprentissage est centré sur l'apprenant, on veut dire que donc l'étudiant est appelé à être actif et responsable de ses apprentissages, et ce, autant en dehors que dans la classe. Troisième pilier, ce sont les contenus choisis. Donc ici, nous avons avant la leçon, donc avant le cours, l'enseignant met à la disposition de l'apprenant tous les contenus pédagogiques dont il a besoin. Ces contenus sont des vidéos, sont des diaporamas, des captures d'écran, des présentations, etc. Et nous avons la deuxième partie, c'est que durant la leçon, l'apprentissage se fait dans un cadre collaboratif entre les pairs. Et l'objectif est de poser les problèmes et les résoudre ensemble. Vraiment un pilier très important, je pense, non seulement pour la classe inversée, mais en général dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue française. Donc, quatrième, ce sont les formateurs professionnels. Donc, j'ai mis ici un point où les vidéos ne remplacent pas les professeurs. Donc, il y a trois exigences dans cette partie-là. Le premier, c'est qu'il faut identifier les problèmes individuels. Deuxièmement, donner rétroaction constante. Et troisièmement, c'est réfléchir à sa pratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les contenus, les formateurs professionnels? Donc, les contenus présentés en amont ne remplacent en aucun cas la présence de l'enseignant. Donc, l'enseignant doit valider, approfondir et consolider la compréhension de la matière et doit également s'assurer que les apprenants réinvestissent ces acquis de manière interactive. J'ai mis ici juste un tout petit exemple d'expérience avec la classe inversée, donc le contexte Université Sorbonne Nouvelle 3e, 4e année. Méthodologie, c'est que les enseignants proposent aux étudiants 5 vidéos par semaine et les étudiants les regardent d'une durée de 3-5 minutes en classe. Qu'est-ce qui se passe en classe? Donc, nous avons des rétroactions rapides. Les étudiants sont moins frustrés, travaux faits en classe. Les enseignants expliquent de nouveau ou différemment, peut-être, et ils ont aussi plus de temps pour aider les étudiants. Donc, on va voir les résultats. Dans les résultats, nous avons en classe inversée, 30% des étudiants réussissent en français, 20% des étudiants échouent en français. Donc, ici, nous avons à peu près, c'est une statistique, petite statistique, 450 problèmes de gestion de classe dans un semestre. Et nous avons en classe traditionnelle 15% des étudiants qui réussissent en français et 8% des étudiants qui échouent en français. Donc, dans ce cas-là, nous avons ici 150 problèmes de gestion de classe dans un semestre. Voilà. On va parler maintenant des avantages de la classe inversée, mentionné par Roy en 2014. Donc, Roy propose 5 avantages pour la classe inversée. Le premier, c'est que la classe inversée permet d'accéder aussi souvent que nécessaire et désiré au matériel théorique.
Deuxièmement, de responsabiliser l'étudiant en l'impliquant davantage dans ses apprentissages. Troisièmement, de laisser plus de temps au suivi individuel et aux échanges enseignants-étudiants en classe. Cinquièmement, plus d'interaction entre les étudiants. Donc, de plus, je vais vous dire, de plus, l'implantation de la classe inversée permet aussi également de faire de la pédagogie différenciée. Pourquoi? Parce que la classe inversée permet d'individualiser et donc de différencier l'enseignement. Par exemple, à la maison, tout d'abord, où chaque apprenant peut aller à son rythme pour voir les notions avant la classe, mais aussi un cours où le travail de groupe permet à l'enseignant d'aller voir individuellement chaque apprenant pendant que le reste de la classe travaille. Et donc, dans ce cas-là, les évaluations formatives sont ainsi multipliées et bénéficient autant à l'élève, à l'apprenant qui sait où il en est dans son apprentissage qu'à l'enseignant, qui peut régulièrement, par exemple, mesurer la progression de la classe et fournir les remédiations adéquates. Donc, en ce qui concerne la remédiation, la remédiation peut ici intervenir bien avant la sanction finale de l'évaluation sommative, parce que lors de la partie en classe, l'apprenant, en plus d'être actif, peut aussi confronter ses idées à celles des autres. Et l'apprenant peut vivre en classe, donc dans ce cas-là, et avoir des échanges riches avec le professeur et les autres apprenants, tels que, par exemple, tel que dans son ouvrage nous a montré aussi Dufour dans son travail La classe inversée et ses avantages. Donc, ce que je veux dire, que c'est la classe inversée favorise aussi la motivation de l'apprenant car il est davantage impliqué dans le processus d'apprentissage et il se sent donc plus en contrôle. Donc, on va voir les inconvénients aussi. Donc, il y a aussi 5 inconvénients. Premièrement, c'est peu d'interaction directe avec le professeur. Oui, malheureusement, dans la réalisation, au cours de la réalisation de la classe inversée, il y a peu d'interaction directe avec le professeur parce que l'interaction est surtout entre les étudiants. Se laisser séduire par la nouveauté, oui, bien sûr, il y a toujours, on peut se séduire de la nouvelle technologie qui existe, des sites, des méthodes, etc. Ça va aussi avoir des côtés négatifs, bien sûr, et la classe inversée modifie le rôle du professeur, oui. Franchement dit, donc le professeur devient plus ou moins passif au cours dans la classe traditionnelle. Et il y a aussi les problèmes techniques parce que il y a toujours ces problèmes que les étudiants n'ont pas accès, par exemple, à l'Internet ou bien ils n'ont pas d'ordinateur, de tablette, etc. Donc, s'il n'y a pas de la technologie, on n'arrive pas à réaliser la classe inversée. Et aussi gérer les équipes parce que juste tout au long de la cour inversée, il faut gérer les équipes. Il faut les partager, il faut les gérer, il faut les valider, consolider, justifier, expliquer. Donc, c'est vraiment un travail assez difficile. Donc, je pense que je termine ici. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Je suis toujours à votre disposition. Merci beaucoup. Merci, chère Arpine, pour cette belle conférence. Je vois qu'une personne a laissé sur le chat, a posé une question. Je vais vous la poser. C'est Isabelle Dotan, qui est professeure à l'université Bar-Ilan en Israël, qui pose la question. La classe inversée serait-elle considérée comme l'enseignement en mode high flex? Vous pouvez nous répondre? Oh, oui, bien sûr. Donc, je ne peux pas dire que c'est juste, comme c'est une approche qui est née dans les années 1990 et il se développe, elle est en train de son développement. Donc, je peux pas la comparer avec high tech, mais moi personnellement, pendant mes cours, donc je ne pratique pas cette approche. Tout simplement, je peux juste prendre
quelques piliers. Quelques piliers, par exemple, avant ma classe, je peux envoyer à mes étudiants juste le vocabulaire ou bien le matériel grammatical pour qu'ils puissent juste jeter un coup d'œil. Et après, en classe, on va revenir à tout cela, donc ils seront au courant de tout ce qu'on va faire pendant le cours. Donc, c'était juste une petite partie de la classe inversée parce que pour moi aussi, je ne pense pas que ce n'est pas réalisable. Ok. Alors voilà, il y a une autre question posée par Madame Isabelle Dotan. Elle n'a pas pu écouter le début de l'intervention et elle pose la question, elle ne sait pas si ça a été expliqué ou pas, elle voudrait savoir en quoi la classe inversée traditionnelle en présentiel en classe diffère de la classe inversée uniquement en ligne. Je pense que la classe inversée est réalisable uniquement en ligne. En D'accord. ligne. Parce que c'est juste, vous savez, l'essentiel, l'objectif de cette approche, de cette méthode, c'est qu'il faut justement transmettre le matériel. Le matériel, tu donnes je sais pas, que ce soit le vocabulaire, la grammaire, et après, tu attends l'interaction des étudiants dans la classe. Donc, ils commencent à interagir en classe, en équipe. Oui, c'est juste en ligne. D'accord. Merci beaucoup. Bien écoutez, merci beaucoup Arpine pour Merci cette à belle vous aussi. conférence et de nous avoir répondu à nos questions. Pour Merci vous, je crois beaucoup. qu'il est assez tard. Oui. Voilà. Voilà, je voudrais indiquer que tout le programme est disponible sur le site et qu'il y a aujourd'hui des conférences jusqu'à 18 heures heure d'Israël et un discours de clôture à 18 heures. Et je remercie infiniment aussi toutes les personnes qui ont écouté cette conférence. À très Merci, merci, bientôt. merci à tout le monde. Merci pour votre Merci. présence. Merci beaucoup. D'accord. À très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.